Bonjour à tous, bienvenue sur Melchior, je suis Daniel Didier, directeur du programme, et je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour le début de notre cycle consacré, un cycle de conférences consacré au rapport Draghi, cycle qui va commencer par un questionnement autour de l'investissement productif. Nous sommes aujourd'hui en présence de Patrick Artus, économiste, membre du Cercle des économistes, et de Pervenche Berès, présidente de l'AEFR, Association Europe Finance Régulation, ancienne députée européenne. Voilà, je commence en vous présentant de manière très rapide donc ce que Mario Draghi appelle le paradoxe de l'épargne en début de rapport consacré à l'investissement. Et il fait un constat tout à fait intéressant. Il dit en gros, l'Europe se caractérise par un taux d'épargne relativement élevé. Donc le taux d'épargne des ménages est estimé à environ 13% par Mario Draghi. Le taux d'épargne aux États-Unis est de un peu plus de 3%, donc il y a à peu près 10 points d'écart entre les deux taux d'épargne, alors même que l'investissement productif en Europe est plus faible que l'investissement productif américain. Donc ce paradoxe doit être élucidé et c'est à cela que nous allons nous atteler dès maintenant. Pervenche Berès, peut-être que vous voulez commencer. Merci beaucoup de cette invitation, de cet échange sur le rapport Draghi, qui est un rapport très important pour les 5 ans qui viennent pour la France et pour l'Union européenne, parce que c'est un rapport qui a été commandé par la présidente Ursula von der Leyen dans la perspective de son second mandat. Et au fond, quand on regarde quelles sont les sources d'inspiration, les colonnes vertébrales pour ce nouveau mandat, manifestement, il y a autour du rapport Draghi un enjeu très important. C'est un rapport qui a aussi une vertu, c'est qu'il essaye de prendre, pour utiliser un anglicisme, the big picture. Il ne s'agit pas de regarder quelles sont les demandes des différents États membres, de les additionner pour faire un mélange européen. Il y a une approche globale, une vision de où en est-on. Et d'une certaine manière, c'est une façon de donner un électrochoc ou de pousser un petit cri d'alarme pour secouer les Européens. Et de ce point de vue-là, je crois que c'est un rapport qui est bienvenu. Alors, sur l'analyse des enjeux autour de l'épargne, d'une certaine manière, je dirais que le rapport que Christian Noyer avait fait à la demande de Bruno Le Maire, l'ancien ministre de l'économie et des finances français, sur ce que devrait être l'union des marchés des capitaux, conduisait à une analyse très fouillée, très détaillée, tout à fait experte, avec le même diagnostic. C'est-à-dire que globalement, on a beaucoup d'épargne en Europe et que cette épargne, pour plein de raisons, je pense qu'on aura l'occasion de détailler dans notre échange, est beaucoup investie en dehors de l'Europe. C'est assez paradoxal, alors que si vous regardez les besoins d'investissement, notamment d'investissement long terme, en Europe, ils sont très importants. Pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation? Parce que, évidemment, un capital et donc une épargne, ceux qui gèrent l'épargne sont redevables du taux de rendement qu'ils attribuent à l'épargne qui leur est confiée. Et cette recherche de taux de rendement conduit à aller dans des zones géographiques ou économiques où le taux de rendement sera supérieur. Et de ce point de vue-là, il y a une attirance pour des investissements à la fois aux États-Unis, mais aussi en Asie, en particulier en Chine. Or, en Europe, on a un besoin encore plus grand, je dirais, que d'autres régions du monde ou spécifiques pour des épargnes, pour de l'investissement de long terme. C'est d'abord parce que nous sommes comparés à la Chine ou comparés aux États-Unis, si on tient compte des enjeux de migration, on a une situation démographique qui doit nous conduire à financer des retraites et donc à avoir des investissements de dépendants au regard des dépenses de santé, des dépenses de dépendance qui vont être grandissantes. Et puis, on a un engagement auquel nous ne pouvons pas, je crois, renoncer parce que d'une certaine manière, nous sommes à l'avant-garde dans cette lutte qui est la lutte pour la décarbonation des économies, ce que Mario Draghi, d'ailleurs, valide parfaitement. Et donc, une espèce de ciseau, de paradoxe de ciseau entre une épargne européenne abondante qui devrait
et ça serait bien financer l'économie européenne, mais qui en réalité finance de manière privilégiée d'autres économies. Alors c'est un diagnostic qui est parfois contesté, mais quand on regarde tout de même les masses globales telles qu'elles sont exposées dans le rapport Draghi, il y a une vraie question, et c'est, je crois, un des enjeux de cette discussion, de cet échange, et de ce que devrait faire la Commission dans ce mandat. Patrick? Oui, bien, bonjour, je prends la suite. Oui, effectivement, il suffit d'observer les chiffres pour conclure que très, très certainement et très, très clairement, les Européens épargnent beaucoup plus que les Américains, mais que cette épargne est de manière assez importante investie dans le reste du monde et en particulier aux États-Unis. Alors c'est difficile d'avoir un chiffre précis, mais on a à peu près 4 points de PIB de l'Union européenne d'épargne qui est investie chaque année aux États-Unis. Et effectivement, ces 4 points de PIB financeraient à peu près les dépenses qui sont suggérées par dépenses d'investissement additionnelles qui sont suggérées par Mario Draghi, puisqu'on arrive à 4,5 points de PIB en ajoutant la transition énergétique, la digitalisation de l'économie, un peu de dépenses d'armement supplémentaires, etc. Donc c'est un vrai défi de garder l'épargne des Européens en Europe. Et je crois que si on ne garde pas l'épargne des Européens en Europe, on aura beaucoup de mal à faire tous les investissements qui sont nécessaires. Alors pourquoi les Européens investissent-ils autant aux États-Unis? Il y a un cercle vertueux aux États-Unis et vicieux en Europe. Vous avez aux États-Unis des dépenses de recherche-développement, des dépenses d'investissement en nouvelles technologies, des dépenses publiques qui vont vers le développement de l'industrie de l'armement, vers le développement de technologies nouvelles, qui sont très importantes et qui bénéficient de ces entrées de capitaux. L'Europe n'est pas la seule région du monde qui investit aux États-Unis. Les États-Unis récupèrent à peu près chaque année au moins 6 points de leur PIB d'entrée de capitaux à long terme depuis le reste du monde. Et donc, ils en font un bon usage. Et ce bon usage dope la productivité et la profitabilité des entreprises américaines et de l'économie américaine. Et du coup, l'économie américaine devient plus attrayante pour les investisseurs privés que l'économie européenne, par exemple. Juste un chiffre, si vous regardez le rendement des fonds propres des entreprises, aux États-Unis, il était en 2024 de 17%, en Europe de 11%. Et ça, c'est tout à fait naturel quand vous comparez les budgets de recherche-développement des entreprises. Par exemple, la recherche-développement des entreprises, aux États-Unis, c'est 2,8% du PIB. En Europe, c'est 1,5% du PIB. C'est du simple au double. Mais cet effort de modernisation de l'économie américaine, il est financé par le reste du monde et il enclenche ce cercle vertueux pour les États-Unis, qui est que les États-Unis dégagent des rentabilités du capital plus élevées que le reste du monde et donc attirent encore plus de capital, ce qui rend encore plus facile le financement des besoins d'investissement et de recherche de l'économie américaine. Et donc, ça sera extrêmement difficile. Et donc, je repasse la parole tout de suite à Pervenche, mais la suggestion que si on faisait un marché unique des capitaux en Europe, ce problème serait réglé, me paraît très, très optimiste. Parce que même si vous intégrez mieux les marchés de capitaux en Europe avec un régulateur unique, avec des règles pour les faillites d'entreprises uniques, etc., avec davantage de capitaux investis sur les marchés financiers et moins de financement bancaire, vous n'avez pas pour autant réglé le problème de la différence entre le rendement d'un dollar ou d'un euro investi aux États-Unis et un dollar ou un euro investi en France. Donc ça ne résoudrait qu'une toute partie du problème. Et ce qu'il faut, c'est faire un effort de modernisation de l'économie européenne qui amène l'économie européenne à proposer des rendements aux investisseurs aussi élevés que l'économie américaine.
Merci. Oui, effectivement, donc Mario Draghi identifie dans les défauts structurels du système de financement européen la question du déficit de rentabilité des capitaux propres. Mais il soulève aussi d'autres questions derrière ce chiffre, hein. Il y a aussi la question de l'incapacité générale de transformation de l'épargne des Européens en investissement à fort rendement, mais pour des raisons qui tiennent à la structure même des marchés financiers en Europe. Vous évoquiez tout à l'heure la question de l'absence de régulateur unique ou de l'absence de marché unique des capitaux. Eh bien oui, mais en fait, il y a aussi des éléments qui sont relatifs par exemple, la taxation qui est différente selon les pays, la taxation de l'épargne, la taxation des plus-values. Il y a aussi ce qu'il appelle le post-trade environment, donc c'est l'idée qu'on aurait des transactions au-delà des frontières des États en Europe qui deviendraient bien plus complexes que dans le cadre américain. Est-ce que ça, à votre sens, c'est quelque chose qui peut être réglé par les propositions qui sont amenées par Mario Draghi? Alors, on soulève derrière ces éléments énormément de points importants. Euh, D'abord, je crois qu'il faut, pour bien se servir du rapport Draghi et du diagnostic, du cri d'alarme qu'il pousse, utiliser aussi un autre rapport qui avait été commandé aussi par les institutions européennes, par le Conseil européen, ce qui est celui de Enrico Letta. Enrico Letta, quelques mois avant Mario Draghi, a rendu son rapport qui porte sur le marché intérieur. Pourquoi est-ce que je fais référence à ce rapport? Parce que quand on regarde les États-Unis, personne ne peut. Alors, il y a toujours des différences de législation entre les différents États membres, les États fédérés au sein des États-Unis d'Amérique, mais globalement, c'est un marché intérieur totalement intégré et beaucoup plus intégré à tout point de vue que ne peut être l'Union européenne. Et Enrico Letta, dans son rapport, pointe 3 secteurs dans lesquels il considère qu'il y a un déficit trop grand de marché intérieur et qui, dans la nouvelle course à la compétitivité mondiale dans laquelle nous sommes engagés, cette nouvelle ère de la compétitivité qui est très portée par les enjeux autour des nouvelles technologies et de ce qu'on appelle les big tech, défavorise l'Union européenne. C'est d'abord les télécommunications, ensuite l'énergie et enfin la finance. Alors vous abordez la question de la finance, mais moi j'aborde ce triptyque parce qu'il y a une cohérence dans ce triptyque. Et on voit bien que l'avantage compétitif des États-Unis aujourd'hui, il repose sur un mode de financement intégré à l'échelle du grand marché intérieur américain, des enjeux de recherche et développement qui sont totalement mis au service de l'avantage compétitif industriel d'une nouvelle industrie qui se joue aujourd'hui autour des big tech. Et sur la base de cet avantage compétitif construit sur leur marché intérieur, ils peuvent venir attaquer, si j'ose l'expression, l'Union européenne. Et ils y trouvent là un avantage compétitif absolument incroyable compte tenu des marges qu'ils se sont construites sur leur propre marché. Pour être plus concrète, si vous regardez, tout le monde sait que pour un constructeur automobile, pour un constructeur, je sais pas, de mobilier de bureau, quand vous êtes producteur en France, si vous voulez aller exporter dans un autre pays de l'Union européenne, eh bien, c'est pas naturellement, facilement votre marché intérieur. Vous allez avoir des coûts d'adaptation. Et quand vous regardez le comportement alors autrefois on disait les GAFAM, maintenant on dit les 7 magnifiques, hein. Mais quand vous regardez la stratégie des 7 magnifiques, la question de leur relocalisation dans chaque État membre, compte tenu des marges qu'elles ont constituées sur leur marché intérieur américain, qui est déjà cette grande base, ça leur donne un avantage compétitif incroyable pour aller tranquillement se relocaliser dans les 27 États membres, avec en plus des applications des droits des consommateurs qui sont adaptés. Et donc il faut bien comprendre cette dynamique, parce que derrière, si on n'adapte pas notre capacité de financement intégrée. Je ne dis pas que l'Union des marchés des capitaux, c'est une longue discussion que nous avons avec Patrick Artus, parce que nous travaillons malheureusement sur ce sujet depuis trop longtemps. Mais
je ne dis pas que l'union des marchés des capitaux serait la seule solution, mais on voit bien que cette épargne abondante, ces besoins d'intégration, de recherche, développement, d'innovation de l'Europe est un enjeu qui mérite d'être regardé de près. Et pour ça, je reste convaincue que cette union des marchés des capitaux, que dans un langage plus moderne, maintenant, on se propose d'appeler une union de l'épargne et de l'investissement pour considérer que ce n'est pas juste un sujet pour les acteurs des marchés financiers, mais que c'est bien un enjeu pour chacun de vérifier que devient son épargne et où va l'investissement qu'elle permet de financer, est une question absolument critique. Oui, toujours pour compléter, je crois qu'il y a deux problèmes. Il y a un problème d'insuffisance des moyens mis par l'Union européenne sur le développement des technologies nouvelles. Quand vous regardez, par exemple, l'intelligence artificielle, oui, mais même si on ajoute tous les bouts, enfin, sur l'intelligence artificielle, presque 65% des investissements mondiaux dans l'IA sont faits aux États-Unis et 9% en Europe. Si vous regardez, par exemple, l'espace, les dépenses publiques pour l'espace, c'est 73 milliards de dollars aux États-Unis, c'est 13 milliards d'euros en Europe. Si vous regardez la recherche-développement de défense, c'est 140 milliards de dollars aux États-Unis, c'est 10 milliards de dollars en Europe. Donc il y a déjà un défaut d'allocation de l'effort public en Europe qui n'atteint pas la taille critique qui provoquerait un développement de l'industrie européenne. Et alors après, il y a le vrai problème de l'aversion pour le risque des épargnants européens. Alors Mario Draghi dit il faut créer des fonds de pension. Moi, je crois que c'est une vision très américaine et que d'abord les Européens, à part quelques pays, il y a des gros fonds de pension au Danemark, en Suède, aux Pays-Bas. Mais en Europe, prise globalement, l'encours géré par les fonds de pension, ça fait 20% du PIB européen. Aux États-Unis, ça fait 160% du PIB. Et alors, l'intérêt des fonds de pension, effectivement, c'est qu'ils ont une allocation de leurs capitaux qui est très importante en actions, en private equity, c'est-à-dire en financement d'entreprises nouvelles, en financement de start-up. Mais je crois qu'on ne réglera pas le problème européen en créant des fonds de pension par deux raisons. Quand vous créez des fonds de pension, il faut une double cotisation au système de retraite tant que les fonds de pension ne sont pas normalement développés. Par exemple, si vous décidez que les jeunes Européens bascule du système de retraite par répartition à un système de retraite par capitalisation, il faudra qu'ils cotisent à ce système de capitalisation, mais il faudra quand même que les retraites soient payées. Donc pendant 2 générations, vous avez une double cotisation. Et donc ça peut pas, c'est extraordinairement difficile à régler financièrement. Les pays qui ont réglé ça financièrement, par exemple le Chili, ont bénéficié d'énormes recettes de privatisation, mais il faut capitaliser les fonds de pension. Et puis le deuxième problème, c'est que lorsque le vieillissement démographique est là, est arrivé, eh bien le rendement des fonds de pension devient mauvais. Vous avez beaucoup de personnes âgées qui doivent vendre des actifs pour compléter leur revenu durant leur retraite, et vous avez peu d'acheteurs jeunes. Et donc, on s'attend à un recul du rendement des fonds de pension. Les fonds de pension, ça a été très bien pendant toute la période où il y avait beaucoup de jeunes qui cotisaient et peu de vieux qui bénéficiaient de retraite. Maintenant, ce que ces proportions s'inversent, c'est probablement pas le bon moment pour créer des fonds de pension. Donc, il faut trouver un autre remède à l'Europe que la création de fonds de pension. Et je crois qu'il y a des remèdes, peut-être que je prends de l'avance sur le plan, mais par exemple, on pourrait changer la structure de l'actif des assureurs européens. Les épargnants européens ont beaucoup d'aversion pour le risque.
Mais si les assureurs n'étaient pas pénalisés par des ratios réglementaires extrêmement stricts, par exemple qui exigent 49 centimes de fonds propres pour tout euro investi en private equity et 39 centimes de fonds propres pour tout euro investi en actions, eh bien, on aurait beaucoup plus d'actions, beaucoup plus de fonds de private equity, beaucoup plus d'investissements à risque en Europe. Et donc, je crois qu'il faut réfléchir à la réglementation des assureurs, qui sont la base de l'épargne des Européens, pas chercher à changer les comportements d'épargne des Européens, mais changer les règles de gestion des assureurs. Le régulateur des assureurs, par exemple, impose aux assureurs un horizon de 1 an pour juger des risques des différents actifs. C'est complètement dérisoire quand vous parlez d'investissements qui vont durer 10 ans ou 20 ans. Donc, donc il y a d'autres solutions que de développer des fonds de pension, mais il y a un vrai problème de structure de l'épargne des Européens et de structure de la dépense publique européenne qui n'est pas assez massive sur les postes de dépenses qui généreraient des gains de productivité, du progrès technique, etc. Oui, et pour rebondir sur ce que vous venez de souligner, en fait, un des points qui est soulevé par Mario Draghi dans le rapport, c'est aussi celui du manque de projets viables. Il y a cette idée aussi qu'en Europe, on aurait en fait l'ensemble des dispositifs nécessaires pour concevoir, innover, mais en fait, arrivé à un certain moment, on a une problématique qui est celle du scale-up. Donc, comment est-ce qu'on passe à la taille critique? Et cette problématique est absolument fondamentale pour Draghi parce qu'en fait, on peut avoir de l'épargne, on peut avoir une volonté de financer de l'investissement avec des plans de relance. Mais par ailleurs, on n'a pas forcément les projets derrière pour pouvoir les financer parce que ces entreprises, ces startups sont allées se financer auprès des venture capitalistes aux États-Unis. Est-ce que ça, c'est pas aussi une problématique qu'on peut lier d'ailleurs à toute la problématique administrative, la réglementation, l'aspect réglementaire du financement de l'économie européenne? Alors, je veux quand même dire un petit mot sur l'enjeu des fonds de pension, parce que dans le débat public, quand, en fonction de là où on regarde de quel côté on regarde la colline, hein, et quand on regarde la colline du côté grand débat sur le financement de l'économie, régulièrement revient l'idée que en Europe, le problème, c'est qu'il n'y aurait pas de fonds de pension. Bon. Moi, je ne propose pas d'adopter le modèle social américain. Et je crois que même les pays qui ont installé depuis de longue date des fonds de pension et donc qui ne sont pas confrontés à ce problème de la double cotisation ne proposent pas non plus d'adopter le modèle social américain. Et dans le débat français, il me semble que nous sommes devant un certain nombre de difficultés, voire parfois des impasses. Mais en tout cas, je ne suggérerais à personne de proposer de lancer aujourd'hui un débat sur la transformation du régime de retraite par répartition en un régime de retraite par capitalisation. C'est juste impensable. Bon. Donc c'est pas, ça sert à rien de dire il faudrait. Hein. Il y a qu'à faux bon, ça serait une fausse route. En revanche, qu'il y ait un problème tel qu'on l'a décrit au début de notre échange et qu'il faut trouver une solution, ça c'est quelque chose qui s'impose. Alors, il y a la question des conditions d'intervention et de solvabilité, enfin de garantie de la solvabilité des assureurs que Patrick Artus a mentionné. Il faut se souvenir que quand on a adopté cette législation, ce cadre réglementaire pour s'assurer de la solidité du secteur assurantiel, au fond, dans le secteur de l'assurance, il y a deux grands piliers, si j'ose dire. Il y a ce qu'on appelle l'assurance vie et l'assurance non-vie. Et dans l'assurance non-vie, le critère de référence pour les assureurs, c'est l'assurance auto. Et dans une logique d'assurance auto, si vous êtes dans un esprit de marché intérieur, il faut pouvoir changer rapidement. Il faut que vous ayez la liberté de changer d'assureur auto. Et donc ça, c'est une logique qui conduit à avoir des assurances sur lesquelles vous n'êtes engagé que sur une année. Et c'est cette logique-là qui l'a emporté sur tout le reste. Or, on voit bien qu'il y a des incohérences si vous voulez intégrer totalement un long terme dans l'horizon
d'investissement des assureurs qui, par nature, devraient être des investisseurs long terme, il y a un hiatus sur lequel il faut peut-être revisiter. Mais puisqu'on est devant une impasse devant ce sujet fonds de pension, je crois qu'il y a aussi le rapport Noyer en parle, le rapport Létard en parle, le rapport Draghi aussi. Il y a cette idée qu'il faut aussi regarder si on peut, à l'échelle européenne, pour bénéficier de cet effet de masse d'un marché intérieur européen, réfléchir à ce que pourraient être des produits d'épargne qui auraient une dimension vraiment européenne. Dans le passé, on a eu une tentative pour mettre en place justement des fonds de pension optionnels. Ça avait un doux nom, un acronisme européen, comme nous savons le faire à l'échelle européenne, souvent pas qu'à l'échelle européenne d'ailleurs. Ça s'appelait le PEP. Et le PEP, s'est heurté devant. C'était l'idée qu'on aurait pu avoir ceux qui voulaient profiter de la création d'un fonds de pension pourraient émarger à ce fonds de pension européen. Sauf que tous les pays qui avaient des fonds de pension voulaient absolument que ce soit leurs règles qui s'appliquent. Et ceux qui n'en voulaient pas, qui n'avaient pas vocation à créer des fonds de pension chez eux, finalement ne se sont pas beaucoup intéressés, n'ont pas beaucoup pesé dans la discussion. Ce qui veut dire que ça n'a pas conduit au développement qu'on aurait pu imaginer. Mais on voit qu'il y a des nouveaux gains de productivité dans les entreprises et qu'il y a, par exemple, la montée en puissance de l'IA pourrait modifier les conditions de répartition de la valeur ajoutée. Et derrière tout ça, je pense qu'il y a matière à réflexion pour proposer de nouveaux produits d'épargne. Alors, si on parle d'un nouveau produit d'épargne qui serait une espèce de livret A européen, il y a un sujet que vous avez abordé au début de notre échange sur lequel, évidemment, il faudra se mettre d'accord parce que sinon, on va droit à l'échec. C'est évidemment un enjeu de fiscalité. Parce que dans les déterminants de l'épargne, je dirais qu'il y a trois éléments absolument structurants. Que vous dit votre conseiller? Quel est votre projet? Et quelle est la fiscalité? Donc si entre les mains des Européens, il y a un bon levier sur l'enjeu fiscal, même si c'est un sujet à l'unanimité, même si c'est un sujet difficile, si on veut vraiment avancer et répondre à l'interpellation de Mario Draghi, il faut, me semble-t-il, répondre à cette question. Mais du coup, je ne réponds pas à votre interpellation qui était sur... C'était sur l'augmentation de la taille des entreprises, des startups qui n'arrivent pas à atteindre la taille critique. Très bonne question. Ouais. Très bonne question. Mais je crois que c'est plus compliqué que ça parce que dans le récit, dans ce qu'on se raconte, il y a toujours cette idée que les meilleurs ingénieurs français, ils développent leur petite start-up en France. Ensuite, une des 7 magnifiques les rachète et eux partent aux États-Unis. Et j'ai en tête un exemple d'une start-up remarquable qui fiche en l'air le tableau Excel, enfin qui démonétise les tableaux Excel et qui propose une autre façon d'analyser les données. À l'heure de l'IA, à l'heure des big data, c'est juste un sujet critique. Et cette personne, une formidable start-up française, mais qui s'est développée aux États-Unis. Parce que, pour bénéficier du même effet marché intérieur que celui que j'ai décrit des 7 magnifiques au point de départ, et pour trouver les conditions de financement. Plus, il y a toujours le risque, effectivement, cette structure un jour puisse se voir rachetée par les Américains. Donc on en revient au point sur lequel on a une discussion, qui est cet effet de levier que pourrait avoir quand même une intégration des marchés financiers permettant un meilleur financement des projets qui sont viables. Oui, alors je voulais réagir aux propos de Père-Ange Mérès en disant que ce qui attire un certain nombre d'entreprises nouvellement créées de l'Europe vers les États-Unis, c'est effectivement, comme vous disiez, c'est la disponibilité des fonds investis par l'industrie du venture capital. Et là, les chiffres sont absolument incroyables. L'industrie du venture capital, donc du capital risque, alors, il ne s'agit pas des LBO, il ne s'agit pas des fonds de transmission, c'est vraiment le capital risque, investi aux États-Unis à peu près 300, enfin, à des levées de fonds, mais qui finissent par être investis d'à peu près 300 milliards de dollars.
L'année dernière, c'était un peu moins, c'était autour de 250 milliards de dollars, alors qu'en Europe, c'est 20 milliards de dollars et en France, c'est un peu moins de 2 milliards de dollars. Et donc, si on a de l'épargne européenne gérée au niveau européen, mais il va pas falloir lui appliquer les règles du risque des livrets d'épargne existants dans les différents pays. Parce que sinon, on ne réglera absolument pas le problème de quantité d'épargne investie à risque. Euh, en réalité, quand vous regardez le capital risque, les fonds de capital risque diversifient sectoriellement leurs investissements, diversifient géographiquement leurs investissements et ont des rendements en réalité qui sont très très peu risqués. Le rendement du private equity, globalement, il est d'abord autour de 15% par an et c'est à peu près 15% tous les ans. Et donc, il y a une vision, il faut réviser la vision des Européens de ce qui est un investissement à risque et ce qui n'est pas un investissement à risque. Ce qui est un investissement à risque, c'est mettre tous ses œufs dans le même panier. Mais si vous, d'ailleurs, BPI France propose un fonds de private equity pour des investisseurs particuliers qui a une double diversification sectorielle et géographique et qui a un rendement très stable et très régulier et très élevé. Et donc, il va falloir absolument que les Européens révisent leur notion de ce qu'est un placement à risque. Parce que si on garde la régulation et les règles aujourd'hui en valeur, ben, on ne desserrera pas cette contrainte de financement et on continuera à avoir des investisseurs qui partent aux États-Unis. Et alors, l'autre problème, il y a une aversion pour le risque aussi des entreprises européennes. Si vous regardez la recherche-développement d'entreprises, hein, pas les recherches-développement publiques, la recherche fondamentale européenne est de très bonne qualité. Hein, et quand vous regardez le nombre d'articles publiés dans les bonnes revues, dans tous les domaines, il y a une recherche fondamentale européenne qui est probablement meilleure que la recherche fondamentale américaine. Le problème, c'est le passage à l'application. Et là, il y a une insuffisance de la recherche-développement d'entreprise. On a 1,5% du PIB de recherche-développement d'entreprise en Europe. On a presque 3 points de PIB de recherche-développement d'entreprise aux États-Unis. Et donc, c'est l'application et c'est les liens entre la recherche fondamentale et la recherche d'entreprise qui sont insuffisants en Europe. Donc, je crois que l'Europe comblera son retard si on revient à notre point de départ, si on garde l'épargne des Européens en Europe. Mais pour garder l'épargne des Européens en Europe, il faut leur proposer des produits d'épargne nouveaux, mais il faut leur proposer des produits qui ont l'air risqués, mais en réalité ne sont pas risqués parce qu'ils sont suffisamment bien diversifiés. Et puis cela générera un cercle vertueux parce que si vous pouvez financer davantage de projets risqués en Europe, vous aurez davantage de recherche-développement d'entreprises. Mais enfin, il faudra aussi resserrer les liens entre la recherche fondamentale, la recherche universitaire et la recherche en entreprise qui sont, toutes les études le montrent, insuffisants. Oui, complètement. Et alors, en fait, on a l'impression que derrière l'ensemble des problématiques qu'on a évoquées, il y a aussi la capacité des Européens à faire sens comme un continent politiquement uni aussi derrière cette histoire. Il y a finalement l'idée qu'on soit une mosaïque d'États-nations qui sont unis par des intérêts économiques. On a bien compris que les intérêts économiques étaient partagés, mais est-ce qu'il ne nous manque pas fondamentalement, au-delà de ces aspects réglementaires, au-delà de ces aspects de mobilisation de l'épargne, juste un projet politique commun, une volonté commune d'aller dans ce sens-là? Est-ce que les Européens, les peuples européens et les dirigeants européens sont capables d'aller dans cette direction? On a l'impression justement que l'arrivée des extrêmes au pouvoir en Europe correspond plus à une volonté de tirer la couverture à soi, plus qu'à une volonté de partager un projet européen autour de ça. Et ça, dans le rapport de Mario Draghi, en fait, j'allais dire, c'est quelque chose qui n'est pas forcément abordé frontalement. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas abordées frontalement dans le rapport de Mario Draghi. Je prends juste en passant un point qui, quand même, pour moi, fait partie de ce débat sur la compétitivité, que Mario Draghi délibérément laisse de côté, sans doute par crainte d'alimenter ce débat sur le populisme ou en l'enfourchant, je ne sais pas, mais qui est la question des migrations. Parce que quand vous regardez
les éléments de la compétitivité aux États-Unis. Il y a cette question de l'épargne dont on a beaucoup parlé, pour parler de manière presque au début du siècle précédent ou au siècle précédent, où on considérait que les deux facteurs de production importants, c'était le capital et le travail. Et bien, du point de vue du capital, on a cet enjeu autour des fonds de pension. Et puis du côté du travail, on a cet enjeu autour de la réserve de main-d'œuvre d'une souplesse hallucinante que constitue la migration sur le marché américain. Alors je sais bien que l'actuel président des États-Unis a considéré qu'il allait mettre fin à tout ça, mais la réalité c'est que la nouvelle oligarchie qui est incarnée par ces sept magnifiques, qui a totalement, qui porte cette victoire de Donald Trump, sont totalement opposés à cette politique. Donc on va voir comment est-ce qu'il résout cette contradiction, si ce n'est en annexant le Mexique. Mais il faut savoir que les soupapes de flexibilité de l'économie américaine reposent largement sur une main-d'œuvre immigrée, mais des deux côtés, hein, parce qu'on a dit, il y a à la fois les start-upers qui sont qui vont se développer aux États-Unis, donc en haut, et en bas, la main-d'œuvre sous-qualifiée qui est massive. Bon. Donc Mario Draghi fait l'impasse sur ce sujet-là, au motif que c'est un problème politique. Bon, pour moi, c'est vraiment un peu court. Mais ça signifie que dans les solutions à mettre en œuvre, moi je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Patrick Artus à propos de l'articulation entre recherche et développement et prise de risque sur des projets concrets. C'est là où il ne faut pas avoir la mémoire trop courte. Et je nous propose quand même de faire un tout petit retour en arrière et de regarder ce qu'on avait dit lorsque nous avions adopté en 2000 la stratégie de Lisbonne. La stratégie de Lisbonne, c'était de dire, alors c'était une stratégie molle, parce qu'elle n'avait pas de colonne vertébrale sur comment mettre en œuvre, etc. Mais c'était plein de bonnes intentions. C'était de faire de l'Union européenne l'économie la plus compétitive, l'économie de la connaissance la plus compétitive, et puis on avait rajouté et de la décarbonisation. Bon, on ne disait pas comme ça, mais c'est ça que ça voulait dire. Et aujourd'hui, certains s'amusent à reprendre des éléments de langage de la stratégie de Lisbonne en disant que c'est du Mario Draghi. Donc on voit bien qu'on a un vrai problème d'articulation entre recherche-développement, financement et projets industriels. Or, je vois à l'échelle de l'Union européenne, pour répondre très directement à votre question, une source d'espoir sur lequel il faut revenir tout le temps et toujours. C'est ce qui s'est passé sur les vaccins. Sur les vaccins, il n'y avait aucune compétence de l'Union européenne. Il y avait un défi. Vous vous souvenez peut-être qu'on se battait sur les aéroports pour récupérer les masques et qu'on considérait que c'était un problème italien au début, bon, et que c'était les Italiens allaient se débrouiller tout seuls. Bon, tout ça a volé en éclats. Alors qu'on est presque sur du régalien. Hein. La santé, pour chaque État membre, c'est vraiment un élément, oui, c'est presque une fonction régalienne. Or, Madame von der Leyen a compris la situation, elle a mobilisé et elle a obtenu. Alors, on a beaucoup dit à ce moment-là aussi que ça n'allait pas marcher parce qu'il y avait beaucoup moins de finances qu'aux États-Unis. Que les États-Unis, eux, ils y arrivaient beaucoup plus vite parce qu'ils mettaient beaucoup plus d'argent. Et finalement, c'est nous qui avons permis la meilleure couverture en termes de vaccins de notre population. Et donc, j'ose espérer que face à des chocs, peuvent être exogènes, il y a une capacité de mobilisation derrière un rôle moteur pour la Commission européenne. Et c'est pour ça que ma conviction, c'est que le rapport Draghi, il dépend beaucoup de la capacité, tirer le meilleur du rapport Draghi, parce que pas sûr qu'il faille tout prendre, parce que notamment sur la question de la migration, on ne peut pas faire l'impasse, mais ce qu'on a à prendre du rapport Draghi, pour que ce soit mis en œuvre, il faut que Mme von der Leyen écoute les besoins de tous les États membres, pas que d'un seul, se préoccupe de politique étrangère, mais pas uniquement, et s'approprie vraiment la réponse à ce défi tel qu'il est, et à ce diagnostic tel qu'il est posé par Mario Draghi. Oui, je voudrais d'abord revenir sur l'immigration.
Quand on regarde les données américaines, c'est assez impressionnant. Les immigrés aux États-Unis, alors les immigrés, ce sont des personnes qui sont nées à l'étranger, hein, dont les trois quarts, en général, sont devenus citoyens américains depuis qu'ils sont aux États-Unis. Les immigrés aux États-Unis, donc les personnes nées à l'étranger, créent 2 fois plus d'entreprises en moyenne que les citoyens américains nés aux États-Unis. Et ils ont des niveaux d'éducation plus élevés que les citoyens américains. Quand vous prenez le pourcentage d'étrangers ayant des masters, il est plus élevé que le pourcentage d'Américains ayant des masters. Donc il y a vraiment cette immigration bipolaire, une immigration extrêmement qualifiée. Les États-Unis attirent toutes les personnes très qualifiées de la planète. Et puis l'immigration en provenance d'Amérique latine, très peu qualifiée, qui va surtout dans la santé, dans l'agriculture, dans les services aux particuliers. Mais la migration qualifiée a un rôle absolument majeur dans le progrès technologique des États-Unis. Voilà. Et puis, sur le... Quel était votre deuxième point? Je voulais réagir. Sur la volonté politique. Oui, mais ça sera quand même extrêmement compliqué. Oui, oui, mais ça va être quand même extrêmement compliqué. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est de la concurrence entre les pays. Les pays sont en concurrence pour attirer les usines de batteries électriques, les fabricants de semi-conducteurs, etc. Il y a absolument aucune coordination des politiques industrielles, pour dire. Et donc, il faudrait effectivement qu'il y ait une coordination des politiques industrielles, mais ça serait un pas gigantesque. Mais regardez ce que ça voudrait dire. Par exemple, dans le domaine des éoliennes, il y a un fabricant européen d'éoliennes qui s'appelle Vestas, qui est danois, qui est probablement le plus efficace. Si on était un État fédéral, cet État fédéral déciderait qu'il a décidé que Vestas, c'était le fabricant d'éoliennes pour l'Europe et que ça se passerait au Danemark, ou en tout cas, ça se passerait dans une entreprise qui a son siège social à Copenhague. Mais ce n'est pas du tout ça qui se passe. Chaque pays européen veut attirer son petit bout des budgets européens de soutien au développement des éoliennes. Donc à nouveau, il y a une situation de concurrence entre pays pour avoir une fraction de chaque budget européen. Tant que ça durera, il y aura une très grande inefficacité. Alors, vous parliez des problèmes d'échelle. Et ben, du coup, on arrive à l'échelle dans pratiquement aucune industrie. Hein, on n'est pas à l'échelle dans l'industrie. On a perdu l'industrie des télécoms, du matériel téléphonique. On n'est pas à l'échelle dans l'industrie des batteries électriques. On n'est pas à l'échelle dans l'industrie des batteries. Mais c'est essentiellement par cette absence de coordination des politiques industrielles. Mais c'est humain. Il faudrait un degré de fédéralisme très important pour qu'un Français considère qu'il s'enrichit quand des Danois développent leur industrie des éoliennes. Il faudrait des redistributions, enfin un vrai État fédéral qui redistribue des régions riches vers les régions pauvres, etc. En l'absence de fédéralisme, c'est normal qu'un Français ne considère pas que une entreprise danoise, si elle est très profitable, l'enrichit. Et donc tant qu'on n'aura pas cassé cette absence de fédéralisme et du coup cette absence de possibilité d'avoir une politique industrielle coordonnée, eh ben on gardera le marché divisé qu'on évoquait au début. Juste rajouter un tout petit point là-dessus, parce que j'ai évoqué la stratégie de Lisbonne, qui, si elle avait été mise en œuvre, aurait été une bonne réponse aux défis qui se posaient à ce moment-là. Même si, d'une certaine manière, sur la décarbonation, on l'a bien engagé, en tout cas dans la volonté stratégique. Mais je voudrais revenir sur les propositions du rapport d'Enrico Letta, qui porte sur ce qu'il a appelé la 5e liberté. Parce qu'il faut savoir, vous savez tous que le marché intérieur, il est construit sur ce qu'on appelle les 4 libertés. Donc c'est la libre circulation des personnes, des biens, des capitaux et des services. Et ce que propose Enrico Letta, c'est de rajouter une 5e liberté qui devrait englober plusieurs domaines, dont la recherche,
l'innovation, les données, les compétences, la connaissance et l'éducation. Avec l'idée que ça permettrait de transformer les connaissances dispersées, les fragmentations et les disparités existantes en des opportunités unifiées de croissance, d'innovation et d'inclusion. C'est euh, c'est très beau, c'est très théorique, etc. Mais c'est tout à fait essentiel. Ce qui veut dire qu'il faut qu'il y ait une appropriation collective de cet objectif. Et c'est quelque chose de difficile parce que c'est immatériel, c'est pas du tout dans ce qu'on a fabriqué d'une certaine manière jusqu'à présent, même si on a eu des programmes de recherche et de développement à l'échelle européenne. C'est beaucoup plus que ça. Et c'est, je crois, à l'échelle du défi qui est devant nous. Donc c'est pour ça que j'aime bien parler de cette 5e liberté proposée par Enrico Letta, et je pense qu'il faut se l'approprier et lui donner un peu plus d'écho. Très bien, je vous remercie. Eh bien, je pense que nous avons fait à peu près le tour des problématiques que nous souhaitions aborder ensemble aujourd'hui, autour donc, des recommandations de Mario Draghi sur la question du financement de l'investissement productif en Europe. Donc ces recommandations, la réduction de la fragmentation du marché commun, la réduction de la dépendance aux banques, la réduction de la réglementation, l'efficacité du budget européen et la mise en place de modalités de financement commun qu'on a abordé en tout début d'échange. Donc sous éléments-là, on voit qu'ils sont quand même subsumés à une volonté politique ou une volonté d'aller dans le même sens et de dépasser en fait cette question de la concurrence. Voilà, la solution politique est parfaite, n'existe pas, mais en tout cas, on sent bien que c'est dans ce sens-là qu'il faut s'engager. Merci beaucoup pour vos interventions respectives. Merci Pervenche Berès. Vous êtes l'autrice d'un rapport qui s'intitule, d'une note qui s'intitule Note de la Fondation Jean Jaurès qui s'intitule Rapport Draghi, comment allier ambition géostratégique de l'UE et économie sociale de marché, paru en novembre 2024. Et Patrick Artus, on peut retrouver vos nombreuses publications. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt pour la suite du cycle de conférences sur le rapport Draghi sur Melchior. Au revoir.